Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour Andréane. Bonjour Marie-Soleil. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Andréane et moi, on est vraiment très heureuses de vous présenter Mélina Plante et François Daou. C'est un jeune couple qui ont cofondé ensemble la ferme Les Bontés en 2007 dans la région de Havelock en Montérégie. Et si on les invite aujourd'hui, c'est qu'on cherchait des gens qui étaient capables de nous expliquer un peu c'est quoi une agriculture régénérative. Parce qu'on entend souvent dire en fait que l'agriculture, c'est un des principaux facteurs des changements climatiques, la perte de la biodiversité, mais il y a de plus en plus de gens qui tendent à dire que si on avait un autre modèle agricole, d'autres pratiques agricoles, bien, l'agriculture pourrait devenir en fait une solution au lieu d'être le problème. Donc, pendant notre recherche, on a discuté avec Aurélien Pochard, qu'on a déjà passé en entrevue ici à la balado. Ils nous ont dit que les pratiques que Mélina et François utilisaient, c'était en fait un modèle qui était le mieux gardé au Québec. Puis ils nous ont même dit que quiconque allait visiter leur ferme, en fait, ils revenaient les yeux tout écarquillés. Fait que là, on s'est dit, oh my God, il faut vraiment les inviter. Donc, aujourd'hui, ils vont pas nécessairement nous expliquer en détail toutes les pratiques agricoles parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Par contre, ils vont nous expliquer leur philosophie, leur vision de l'agriculture, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont décidé de mettre en place, d'utiliser des pratiques qui sont vraiment avant-gardistes. Puis avec eux, on va essayer de comprendre toute l'importance des sols. Parce que pour Mélina et François, le sol est en lien direct avec la qualité de notre air, la qualité de notre eau, notre capacité à être résilient, à être en santé et à avoir un climat qui nous permet de bien vivre sur la planète. Donc, au fond, pour eux, le sol, c'est la base de tout ce qui soutient la vie sur Terre. Mélina et François, bonjour! Peut-être que je commencerais un peu, dans le fond, nous expliquer un peu votre histoire, puis qu'est-ce qui fait qu'un jour, Mélina et François ils décident de faire de l'agriculture autrement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené en fait à aujourd'hui développer le modèle que vous développez? C'est à François à commencer. Moi, j'ai plus embarqué dans son projet, puis c'est quand même assez récemment que j'ai catché, que j'ai compris l'ampleur de tout ça, là. Mais donc, faire ce genre d'agriculture-là, dans le fond, je vais te laisser parler. Oui, OK. Bien, tu sais, moi, dans le fond, dès le départ, quand je me cherchais une carrière ou la manière de, quand j'étais un peu plus jeune, d'être, tu sais, de faire ma part dans la société, de m'intégrer, mais je savais que j'étais bien touché par tout ce qui se passait au niveau environnemental. Tu sais, j'ai grandi, tous mes étés, j'étais on était en camping près d'un lac, dans une forêt. Puis moi, c'était un peu ça ma vie. Puis quand je suis déménagé pour la première fois à Montréal, après mes études, ben tu sais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'en retourne en campagne, en forêt, parce que c'était là ma place. Puis je me suis dit, ben je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux trouver ma place là-dedans. Puis finalement, ben je trouvais que peut-être l'agriculture, c'était peut-être un endroit où explorer, parce que j'avais compris que dans le fond, il y avait beaucoup de pollution associée à ça. Puis moi, ben, pour protéger la nature, je me suis dit, ben, tu sais, c'était un peu naïf, là, tu sais, d'un côté, ben, je vais voir s'il y a des systèmes alternatifs d'agriculture. Mais tu sais, au départ, c'était vraiment l'aspect environnemental plus que de dire, je vais devenir agriculteur. Puis finalement, ben, ça a donné que, dans le fond, moi, je travaillais en informatique, là, j'étais graphiste, puis je faisais de l'animation 3D dans le temps. Puis je trouvais ça un peu aberrant, puis je me disais, c'était vide de sens pour moi. Fait que j'ai été chanceux d'avoir plusieurs périodes de chômage successifs pendant 3 années, puis j'ai commencé à faire des recherches, j'étais à la bibliothèque, puis je suis tombé sur un Japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui lui, il appelait ce qu'il faisait l'agriculture naturelle, puis il remettait en question tous les principes de l'agriculture conventionnelle, tu sais. Puis moi, déjà, ça faisait pas de sens, parce que ma mère, elle me montrait comment faire des jardins. Puis moi, tu sais, j'étais intéressé par les plantes sauvages, je commençais à cueillir les plantes médicinales, puis tu sais, tout ça se faisait naturellement. Puis là, ma mère, elle me dit, OK,
quand tu veux planter un plant de tomate, ben là, il faut que tu creuses un trou. Tu mets ce stuff-là là-dedans qui vient dans un sac. Puis là, tu sais, ça faisait, tu sais, avant même que je découvre le japonais, Masanobu, je me disais que c'est donc bien bizarre. Tu sais, je pense que tout le monde passe un peu par là. Quand tu dis je vais apprendre l'agriculture, puis là, c'est donc compliqué, puis là, tu te sens un peu épais, puis là, il y a tellement d'affaires à savoir. Puis dans le fond, dans la nature, ça pousse tout seul. Tu sais, c'est comme. Ça veut dire que pour se nourrir, c'est compliqué, mais tous les autres animaux l'ont un peu plus facile. Fait que finalement, ben, quand j'ai commencé à étudier le système que ce japonais-là proposait, ben moi, j'étais un petit peu rebelle, tout ça, mais ça faisait vraiment du sens dans le sens où il disait on n'a pas à travailler le sol, on n'a pas à... Lui, c'est un... il y avait des vergers, donc il n'y a pas de taille à faire, pas de fertilisant, pas de pesticides. Je me disais, hey, c'est ça que je veux faire! Puis aussi, ça fitait avec l'idée de je me fiais à mon feeling parce que de toute façon, ça me semblait tellement gros l'agriculture, de tout apprendre ça. Je me disais, hey, lui, il me lance sur une voie, dans le fond, qui va peut-être déboucher sur ce que je voulais apprendre, dans le fond, ce qui était de trouver une alternative à l'agriculture qui polluait. Parce que l'exemple que je donne quand je parle de ça, les quelques présentations que j'ai faites, c'est que ça me surprenait quand j'allais dans ma famille qui restait à Saint-Hyacinthe quand j'étais jeune, tu pouvais pas boire l'eau. Je trouvais ça, tu sais, c'est spécial pareil qu'eux autres buvaient de l'eau en bouteille, puis ils vivaient à côté de la Yamaska, qui est une des rivières les plus polluées du Québec. Puis j'ai compris, j'imagine qu'ils m'avaient expliqué que c'était l'agriculture qui causait ça. Fait que depuis que j'étais jeune, j'avais cette espèce de Il y avait eu une graine de semer. Ouais, c'est ça, la connaissance que l'agriculture, c'était pas bien, tu sais. Ben, d'un côté, on doit se nourrir. Fait que mes recherches au départ, pour terminer la petite intro, là, c'était, je me disais, je vais aller voir comment il y avait Masanobu, mais je pense que le japonais, mais avant, c'était comment les Autochtones vivaient, tu sais, parce qu'il y avait avant nous du monde qui se nourrissait ici. Et puis, sans faire une agriculture polluante, ça me semblait. Fait que moi, c'était mon background. Fait que à chaque fois que, dans le fond, l'agriculture conventionnelle ou traditionnelle m'arrivait, ben, je la remettais tout le temps en question. Puis je me disais, hey, les Indiens, c'est pas ça qu'ils faisaient. Puis Masanobu, c'est pas ça qu'il fait. Fait que, tu sais. Fait que ça m'a comme... Dès le départ, j'avais comme ce feeling-là qu'on pouvait faire différemment, puis c'est ça qui m'a comme orienté depuis le temps, puis j'arrive encore... j'essaie de... Je suis pas rendu encore non plus... comme il dit, ce Masanobu Fukuoka, il dit que l'agriculture naturelle, c'est un chemin. C'est pas une destination. Donc, j'ai l'impression que je chemine vers là, mais j'ai pas nécessairement, comme tu disais tantôt en introduction, j'ai pas nécessairement un modèle à proposer, j'ai pas une recette, j'ai plus un chemin. Et puis, à chaque année qu'on expérimente, ben on voit des choses super intéressantes. Fait que je peux dire, hey, il y a quelque chose qui se passe ici, là. J'ai des preuves, mettons. Qu'on peut le faire différemment, puis à l'image de la nature, mais j'ai pas un modèle à proposer. C'est un peu ça, ouais. Fait que c'est ça l'histoire un peu derrière ça. Puis Mélina, okay. Ben, elle peut dire comment qu'elle arrive là-dedans. Là. Ah, ben juste pour la petite histoire, c'est que moi, je me suis abonnée à ces paniers bio en 2008. Ouais. Puis je me suis abonnée parce que je l'avais croisé dans la rue, puis que il m'avait flashé, là. J'étais tombée en amour avec lui en 2 minutes, là. Puis... non, mais mettons, j'exagère un peu, là, mais mettons, j'avais voulu m'abonner à sa ferme, là, fait que... fait que là, pendant toute une saison, je l'ai vu à chaque semaine ou aux 2 semaines, il y avait malheureusement son associé qui venait faire les livraisons à sa place des fois. Puis donc, on a commencé à sortir ensemble à la fin de la saison, là, au mois de novembre. Et donc, moi, au départ, c'était... Bon, dans le fond, j'ai étudié en communication à l'UQAM. J'ai fait bac maîtrise en communication.
après mes études, j'ai fait un voyage en Asie. J'ai planté des arbres dans l'Ouest quelques mois. Ça, je dirais, ça a été fondateur parce que ça m'a montré que j'étais capable de faire un travail physique comme l'agriculture, là. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé un petit peu en communication. Puis après ça, j'ai rencontré François. Puis j'ai fait le saut vers ça. Je dirais qu'au début, c'était... Bon, je savais que c'était de l'agriculture biologique qu'ils pratiquaient, que c'était vaguement mieux qu'une agriculture chimique. Mais tu sais, tant qu'on l'a pas vu puis qu'on comprend pas les enjeux, ça reste très flou, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça. Donc, je dirais même que François me parlait de ces trucs, puis je réalisais pas là, l'ampleur de qu'est-ce qu'on avait à gagner puis à défendre, tu sais, en agriculture régénératrice, là, pour la nommer de même. Puis c'est assez récemment, c'est dans les derniers 3 ans, peut-être, là, que j'ai compris l'ampleur des problèmes que ça pouvait causer, mais à quel point ça pouvait être une solution aussi, puis qui est super motivant. Ben, je me disais, dans le fond, aussi, peut-être ça concorde il y a 3 ans avec le fait qu'on a fait le saut. Oui. Tu sais, parce que depuis le début, dans le fond, moi, mes premières expériences d'agriculture, bon, j'ai parlé avec ma mère dans le cours en arrière, là, planter des plants, mais de tomates selon la méthode traditionnelle. Mais ça, vite, dans le fond, c'est là que je pense que j'ai lu le livre de Masanobu Fukuoka. Fait que j'ai commencé à expérimenter un peu de rien faire parce que lui il appelle ça l'agriculture du non-agir. Ça veut dire plutôt que de dire c'est comme une approche non interventionniste, c'est que tu te poses la question plutôt que de faire telle chose, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? Puis je suis tombé dans le fond assez vite sur une femme, une Française qui avait adapté un peu la méthode selon elle, qu'est-ce qu'elle avait compris de Masanobu Fukuoka. Et puis elle avait comme c'était un peu moins flou et moins des principes que ce qu'il proposait Masanobu. Et puis elle avait comme une espèce de méthode. Fait que moi j'ai comme mes premiers jardins, j'ai commencé à les faire comme ça. Puis j'ai tout de suite vu des bons résultats. Tu sais, mais après ça, ce que Milna, elle a pas vu, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça devenir fermier. Mais il me semblait que, j'ai étudié en agriculture, puis il me semblait que j'avais pas assez de connaissances pour vraiment payer l'hypothèque de cette manière-là, de la manière régénératrice ou l'agriculture naturelle. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de l'équipement, un tracteur, tout ça. J'ai commencé à faire des paniers, puis je me suis dit, dans le fond, je vais cultiver de la manière traditionnelle à ce qu'on me proposait, mettons, les pionniers dans le bio au Québec, ce qu'ils proposaient comme technique. Puis je dis, je vais essayer de faire la transition, puis finalement de passer peut-être à moyenne échelle. Moi, je dis grande échelle, mais tu sais, c'est vraiment une petite échelle. Mais à l'échelle de la ferme, je vais essayer de convertir, dans le fond, de partir de ce qui est le conventionnel bio, et puis de l'amener à... Dans ce temps-là, j'appelais ça la permaculture. On peut l'appeler encore de même. Mais ça a pris du temps quand même, parce que c'est sûr que j'expérimentais on the side tout le temps, à chaque année, des choses. Mais tu sais, pour avoir la sécurité, j'utilisais les techniques traditionnelles pour être sûr que je peux avoir des légumes, puis payer mon loyer, puis amener ça à long terme. Puis c'est vraiment juste il y a 3 ans où on a fait vraiment le saut pour dire le gros truc, c'est de dire j'arrête de travailler le sol. Fait que puis là, c'est peut-être à partir de là que ça a été plus comme on dirait intensif, là, dans le sens qu'il n'y a plus de cachette, là, on peut plus faire un entre-deux. Là. Ouais. On pensait genre le décrire un petit peu, mais passer à un portrait de l'agriculture peut-être mondiale ou telle qu'elle est globalement pratiquée pour montrer à quel point elle est destructrice,
Puis après ça, pourquoi la nécessité d'autre chose, tu sais. C'est parfait. Notre agriculture, depuis quelques années, il y a comme un mouvement qui s'appelle l'agriculture régénératrice ou bien les sols vivants. Fait que là, on a comme je sais pas comment dire ça, en tout cas un nom pour la décrire, avec plein de on n'a rien inventé, là, tu sais, il y a plein de personnes inspirantes qui ont travaillé là-dessus, des fermiers puis du monde qui s'emploie à propager toute l'information. Donc, comment la définir? On pourrait dire qu'on se concentre sur la santé du sol lui-même, qu'on considère plus comme un support pour faire pousser ce qu'on veut, puis donc où l'humain va devoir comme faire entrer plein d'éléments pour fournir à la plante tout ce dont elle a besoin pour pousser, mais plus que travailler à la santé du sol, donc à créer des conditions qui vont créer la fertilité du sol. Puis, je pourrais compléter aussi en disant que c'est une agriculture qui cherche à imiter la nature, à s'inspirer de la nature, puisqu'on regarde une forêt puis on voit que on n'a pas besoin d'aller jeter du fumier puis du compost dans la forêt ou de l'engrais chimique pour qu'elle pousse. Tu sais, Ça pousse tout seul. Elle pousse tout seul. Ouais. Mais qu'en agriculture, bon, c'est un petit peu différent, mais on peut quand même participer à créer des conditions de fertilité. Ben, tu sais, un peu, je peux dire, comment est-ce que vous faites du jardinage? Oui. Oui. Commencé l'année passée. Là. Ah, OK. Je vais vous dire, puis vous allez me dire si je me trompe. La vision qu'on a traditionnelle de l'agriculture ou du jardinage, c'est que le sol, c'est une espèce de patente brune qui va supporter les plantes. Et puis, ce qu'on fait, c'est que les plantes, ils ont besoin de nourriture pour manger. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la nourriture dans cette affaire brune-là. Idéalement, il est noir. Si tu veux qu'il soit plus noir, ben tu vas chez Canadian Tire, chez Costco, t'acheter plus de sacs noirs. Et puis, tu lui donnes à manger. Hein, c'est ça, d'habitude? C'est ça comme ça qu'on voit ça? Imagine! On met des petites pilules des fois à côté des tomates, là. Ah, OK, correct. Des petits trucs, OK. Des petites pilules. Ben, dans le fond, c'est que traditionnellement, c'est comme ça qu'on en est venu à le voir parce que les pratiques qui ont été utilisées, ils ont détruit le potentiel de fertilité du sol puis les fonctions du sol, l'espèce de fonction incroyable d'association. L'écosystème du sol a été détruit. Fait que c'est sûr qu'après ça, si tu prends un sol qui a plus ses fonctions biologiques puis tu mets une plante dedans, ben, elle va être jaune. Là, après ça, tu rajoutes du stuff, puis ta voix qui est verte. Tu dis, ben là, c'est ça le truc. Mais dans le fond, c'est dans l'agriculture régénératrice, c'est qu'on se dit, non, le sol, c'est un écosystème à part entière. Et puis, il est capable de faire pousser tout seul. Il faut juste y donner les conditions, dans le fond, d'être sûr que, pour ça, c'est que je vais établir dès le départ, nous, comment qu'on fonctionne. C'est que plutôt que voir qu'on a des techniques, parce que c'est sûr qu'on a des techniques, je peux vous dire toutes les techniques qu'on utilise, mais finalement, c'est qu'on se dit on veut imiter la nature. Puis la nature, elle, pour le faire, c'est mieux de suivre des principes plutôt que des techniques. Parce que des techniques, ça enferme, tandis que des principes, c'est... tu peux, exemple, mettons, un des principes, le principe numéro 1, c'est que dans la nature, le sol n'est pas travaillé mécaniquement. Il est travaillé, si on peut dire, toute la fonction qu'on veut recréer quand on travaille le sol, ben, c'est fait par des micro-organismes. Fait que il n'y a pas une technique qui va faire en sorte que le sol va être travaillé par les micro-organismes. C'est un principe. Fait que
Tu sais, nous, mettons, on va dire, on va couvrir pour en arriver à ça. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des toiles sur le sol, puis ça va enlever la végétation qui était là avant. Tandis que traditionnellement, on allait faire des labos, travailler le sol, le faire sécher, puis c'est ça qui allait tuer toute la biologie puis le système. Tandis que nous, on se dit, idéalement, peut-être c'est, vu comme je te disais tantôt, c'est comme un chemin. Ça veut pas dire que c'est la technique qui est bonne, mais le principe, c'est le sol est travaillé par les micro-organismes. Comment on fait, nous, si on veut mettre des cultures, je vais faire des tomates, je vais faire des carottes, comment je fais pour faire en sorte que pas détruire l'écosystème? On met une toile dessus, ça étouffe les plantes qui sont là. On peut mettre les notes, mais on n'a pas détruit l'habitat. Fait que c'est un peu là pour expliquer que, dans le fond, on marche par principe, et puis plutôt que des techniques. Pas intéressant. C'est quoi les autres principes? Ça m'intéressait. Ouais, c'est ça, hein? Ah, OK, allons-y avec les principes. Il y aurait comme 5 principes, en tout cas, qui sont communément dits, là, pour 5 principes qu'on voit dans la nature puis qu'on essaie de reproduire dans les champs. Fait que, François t'a parlé du fait que le sol est couvert. Non, le sol n'est pas travaillé mécaniquement. Excuse, le sol n'est pas travaillé mécaniquement. Ou il est travaillé par les micro-organismes, mettons. Ou il est travaillé par, mettons, on peut dire qu'une petite taupe qui fait un trou dans le sol, c'est un travail de sol, mais c'est pas un gros tracteur qui vient tout chambouler, là. Donc, pas travaillé. Un deuxième principe, c'est que le sol est toujours couvert. Tu sais, on va le voir, bon, évidemment, c'est comme un principe de la nature que, comme notre peau qui y a du poil qui pousse pour la protéger, le sol, il se couvre naturellement de végétation. Il suffit qu'on arrache tout pour qu'on voit tout de suite pousser des mauvaises herbes. Donc, c'est ça, il est toujours couvert. OK? Deuxième principe. Un troisième principe, il y a une diversité de végétaux, de plantes qui poussent. Il n'y a pas de monoculture naturelle, ça n'existe pas. C'est ça, il y a une diversité de plantes. Quatrièmement, je pense qu'il y a toujours des racines vivantes, dans le fond, c'est-à-dire que ça réfère un petit peu aux autres principes, là, mais c'est comme s'il y a toujours des plantes qui poussent puis des racines vivantes. T'sais, c'est pas... on enlève tout, il n'y a plus rien pendant un bout, puis après ça, il y en a d'autres, là. Ils se chevauchent, tout ça. Oui, il y a des raisons pour mettons, une raison bien simple pour ce principe-là, c'est que la plante est en lien avec des micro-organismes. Et puis, quand il y a tout le temps une plante vivante qui est en lien avec les micro-organismes, donc, si tu as de nouvelles plantes qui poussent, ils peuvent se joindre au réseau. Parce que tout ça, dans le fond, finalement, devient un grand réseau d'entraide et de coopération. On va arrêter là pour le moment, mettons. C'est intéressant, on va y revenir. Puis, un cinquième principe, c'est qu'il y a des animaux intégrés dans Patente. Il n'y a pas juste des plantes, là. Il y a des animaux... des micros puis des macros, là. On parle-tu de micro-animaux? Ça se peut? Est-ce que Ouais, mais d'habitude, dans ce principe-là d'agriculture régénératrice, on parle des gros animaux. OK. Fait que, genre... ça, il peut même avoir des souris puis des petits mulots qui y vont, mais puis, plus gros, des castors, des chevreuils... etc. Là. Oui, c'est ça. Dans parce que l'agriculture régénératrice dont on s'inspire, mettons, et puis qui est la référence en ce moment, elle se fait surtout en grande culture et non en maraîchage. Puis dans les grandes cultures, les fermes qui... Peut-être juste quand on parle de... Ouais. C'est peut-être pas commun pour tout le monde. Là, quand on parle de grande culture, on parle de comme blé, soya, maïs, des... très grande culture, les champs qu'on voit à perte de vue, très mécanisés, puis c'est ça. Puis maraîchage, donc c'est les légumes et quelques fruits annuels. Oui, c'est ça. Dans le fond, du paradis terrestre, peut-être c'est ça. Tout simplement. Rien de moins. Oui, c'est ça. Peut-être une question sur le dernier principe, dans le sens,
je comprends l'idée d'autonomie, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi l'idée il y a toujours une interaction? Par exemple, ne serait-ce que les oiseaux avec certaines graines. Tu sais, comme la plante, elle va se ressemer parce que l'oiseau est habitué d'aller manger ce fruit-là puis d'amener la graine plus loin. Est-ce que l'humain, ça peut pas être aussi comme un oiseau qui va faire certaines actions qui vont aider la plante à se reproduire? Ouais, c'est pour ça que c'est pas... l'idée est pas... je pense pas que c'est mal de dire « je vais planter une graine », mais d'un autre côté, si elle peut se ressemer toute seule, moi, je suis pour, tu sais. Dans le fond, j'imagine que quand chaque être vivant, comment dire, veut vivre par lui-même, puis comme il existe en quelque part parce qu'il y a les conditions pour exister là, il y a comme, comment dire, ça crée... Colin, j'ai un peu perdu mon idée. Il va réussir à vivre par lui-même parce que tout est là. Mais en agriculture, c'est comme si on force un peu les choses parce qu'on veut, nous, avoir ça à manger, tu sais. Ben, tu sais, par rapport à ta question, c'est que on met beaucoup d'efforts, mettons, à faire l'agriculture, à implanter nos cultures, mais tu sais, force est de constater qu'on ne sait pas trop nécessairement ce qu'on fait, tu sais. Fait que si une plante est capable de trouver sa place elle-même, elle va trouver la bonne place. Tu sais, les graines qui sont pas au bon endroit germeront pas, puis les graines qui tombent au bon endroit vont germer, puis ils vont trouver leur communauté. Tu sais, moi, je vois ça, là, dans le fond, c'est un peu la loi du moindre effort, puis aussi, c'est comme de dire de se retirer un peu. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve attrayant parce que c'est les principes de départ là, de mon ami japonais là, qui est dans le fond, plutôt que de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux ne pas faire, tu sais? Parce que... c'est une posture d'humilité, tu sais, parce que c'est de se dire, forcément, il y a plein de choses que je comprends pas, tu sais? Puis la nature va s'exprimer, puis elle a ses façons, ses procédés d'adaptation comme bien à elle, ben, puis chaque être vivant, tu sais. Ouais, puis c'est ça. Puis avec ce principe-là, je pense qu'il y a pas mal plus d'occasions d'apprendre que si on contrôle, nous. On se dit, c'est comme ça que ça marche, non, tu sais, je le fais de même, tandis que si les graines étaient capables de se ressaimer elles-mêmes, ben peut-être que même à la limite, si on veut nous déterminer la quantité qu'on va planter, mais on pourrait apprendre, il y a possibilité vraiment d'apprendre sur quels sont les écosystèmes qui favorisent telle plante, le brocoli, les bok choy, les carottes, d'apprendre sur ce qu'ils aiment, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Je pense que... Mais comme tu dis, tu sais, je pense qu'on est... De toute façon, on n'est pas rendu là, mais tu sais, on le fait depuis bien longtemps, ça, de modifier l'écosystème, tu sais, à notre... je pense que c'est normal qu'on modifie l'écosystème pour qu'il nous ressemble un peu plus, mais c'est à nous de voir sur ce qui prend beaucoup d'énergie, puis ce qui est... dans le fond, indiqué de faire et ce qu'on devrait laisser faire par la biotechnologie naturelle. Tu sais, dans le fond, toutes ces plantes-là, ils ont des milliers d'années d'évolution. De nous, de dire « Ah, c'est toi, tu t'en vas là », plutôt qu'elle, elle décide elle-même où vont être ses conditions, parce que c'est comme si peut-être qu'on en arrivera dans la discussion ou peut-être que ça sera une autre discussion, mais c'est que les plantes sont intelligentes. On sait maintenant que les plantes, mettons, ils sentent leur environnement. Les plantes sauvages ont plus cette capacité-là à sentir l'environnement parce que les plantes domestiques, on les a sélectionnées pour qu'ils germent à chaque année. Mais, mettons, une graine sauvage, elle, incapable de sentir l'environnement qui est autour d'elle, puis de savoir si elle est dans des bonnes conditions ou non pour germer. C'est super intéressant, ça. Fait que c'est ça. Parce que vous, je pense que j'avais lu que vous avez 40 acres de terre, mais que finalement, en ce moment, vous en travaillez seulement 12. Ouais.
Vous n'avez plus besoin de toute votre terre. Fait que c'est un peu basé sur ce modèle-là. Est-ce que c'est voulu, le reste? Est-ce qu'il vous sert à quelque chose ou c'est simplement que vous en avez plus besoin d'autant? On l'a jamais utilisé au complet. Ben, il faut dire que il y a déjà une partie qui est en forêt. Fait qu'on n'allait pas couper ça, là. Aussi, vu qu'on fait une agriculture surtout manuelle, là, tu sais, donc c'est beaucoup de travail, puis donc c'est ça, on va pas, ça serait comme on a atteint notre entreprise un niveau qu'on veut plus, on veut pas dépasser, là, tu sais, rendu là, c'est juste avoir trop de travail, là. Mais surtout, dans le fond, c'est que on en profite pour ces autres terres, ces autres parties qu'on n'utilise pas. Elles se réensauvagent. Puis ça, c'est non seulement c'est beau à voir, ça amène plein de biodiversité. Puis, ouais, puis ça fait comme enfin un terrain qui est comme épargné par. Ben, tu sais, moi, dans le fond, avec les recherches que j'ai faites, je vois pas l'agriculture la seule manière de se nourrir. Tu sais, parce que j'ai étudié beaucoup c'était quoi comment les Autochtones ici, c'était quoi leur alimentation, c'est quoi leur alimentation. Puis c'est vraiment une culture qu'on a perdue. Et puis, pour plusieurs raisons, le fait que quand on regarde la nature, on voit juste une masse verte. Ça fait qu'on n'est pas capable d'identifier les plantes. On connaît pas leurs usages. Fait que, c'est vraiment surprenant. T'sais, nous, on vit dans le nord-est de l'Amérique. Là. C'est une des plus beaux endroits de sauvages, là, de potentiel sauvage. Ben, il y en a partout dans les tropiques, l'Amazonie, mais on n'est pas... particulièrement, peut-être ici, ça a été préservé quand même assez jusqu'à tout récemment. C'est ici qu'il reste le plus de milieux pas trop touchés. T'sais, on a encore beaucoup de forêts. C'est ça. Puis, ben, dans le fond, on en a parlé depuis le début. L'agriculture, elle a un problème, c'est qu'elle détruit l'environnement. Tandis que... puis ça, c'est la nature spécifique, je pense, de notre culture alimentaire. C'est que notre culture, on peut en arriver à ce point-là, c'est que notre culture alimentaire, elle est faite pratiquement essentiellement de plantes annuelles. Ça veut dire que d'un point de vue écologique, c'est le stade début à un stade qui est bouleversé. Mettons, il y a un glissement de terrain ou, je sais pas, un feu. Ben, les premières plantes qui vont pousser, c'est des plantes qui sont adaptées dans cet écosystème-là. Puis si tu regardes, nous, les plantes qu'on mange, ben, c'est toutes des plantes qui sont de ce type-là. La grosse majorité, mettons, des légumes qu'on mange, c'est des annuels. Les légumes qui viennent de plantes vivaces, il y aurait l'asperge. Qu'est-ce qu'il y a? On mange un peu des noix. Un peu des noix. Mais c'est ça, notre alimentation, bon, c'est évidemment dans les fruits, là, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, ça, c'est des vivaces. Mais sinon, la grosse majorité de ce qu'on consomme, c'est des plantes annuelles. Alors que, paraît-il que dans la nature, les plantes annuelles sont des exceptions. 99,9% des végétaux dans la nature sont des vivaces. Et vous, dans vos 12 hectares, c'est quoi est-ce que c'est vraiment sur les vivaces que vous vous concentrez ou c'est quoi la proportion? Comment vous réussissez à intégrer ça? Ben, moi, dans le fond, je crois que, mettons, je crois qu'on devrait revenir le plus possible à une alimentation sauvage, parce que ça a une implication. Toutes ces plantes-là sauvages, ils sont liés ensemble dans un écosystème, puis on a besoin de cette diversité-là pour la résilience. Ça, c'est un gros sujet, là. Mais je pense qu'on est capable de se nourrir, puis de vivre, puis de se bâtir avec tout ce qu'on a ici comme plantes sauvages. Mais je suis quand même attaché à notre culture alimentaire, les concombres, les tomates, les carottes, tout ça. Puis j'ai comme j'aime ça essayer de développer, de me dire que ce système-là domestique, on pourrait
ils remettent un petit peu de sauvage. Là, c'est un peu à l'image du chemin qu'on parlait au début, que l'agriculture naturelle, c'est un chemin. Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir de notre culture alimentaire, qui est des plantes qui viennent un petit peu partout dans le monde, et puis qu'on essaie difficilement de recréer les conditions. Prendre ce système-là, le rendre vraiment plus écologique par l'agriculture régénératrice, et puis finalement, tranquillement intégrer une nouvelle culture alimentaire puis écologique qui est de connaître nos plantes sauvages, leur utilisation, et puis finalement d'avoir un mélange puis de créer des écosystèmes encore plus diversifiés. Fait que c'est ça un peu mon idée, mais je suis comme dans le fond, j'ai comme je pense qu'il y a quelque chose, je suis pas, il y a quand même un petit côté, je sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais j'ai le goût d'essayer je m'acharne sur cette espèce de modèle, de modifier le modèle agricole qu'on a, plutôt que de me dire, j'y vais all-in pour les plantes sauvages. Il y a comme quelque chose d'intéressant. Tu sais, aussi parce qu'on parlait de la dégradation. Notre culture alimentaire, c'est vraiment cette culture-là, les concombres, les tomates, tout ça. Et puis de la manière qu'on le fait, c'est en train de détruire. Fait que, tu sais, moi, j'ai le goût de m'attaquer à ça. Dans le fond, c'est mon petit côté environnemental. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut prendre cette culture-là alimentaire qu'on chérit de nos grands-parents, de notre culture commune, puis de la faire écologique, mais on a vraiment à découvrir comment être en harmonie avec le climat, avec la région dont on habite puis qu'on connaît pas. Puis c'est comme là, c'est le chemin. Tu sais, au départ, dans le fond, on est allé avec nos principes pour établir l'agriculture régénératrice, avec les principes qu'on se sentait le plus à l'aise, parce que tu sais, on n'est pas un centre de recherche 100% parce que dans le fond, il faut payer notre loyer. Puis, fait que moi, je fais tu sais, j'avance pas assez vite à mon goût, mais d'un autre côté, je peux pas trop me planter, tu sais. Fait qu'il faut que je fais des expériences, mais il en reste pas moins que à la fin de l'année, tu sais, il faut que je puisse revenir l'année prochaine. Fait que c'est des choix économiques, tu sais, mais tu sais, c'est sûr. Fait que l'agriculture qu'on pratique en ce moment, elle est économique. Par rapport à ce qu'il y a des choses qui ont de la valeur sur le marché, puis il y en a d'autres qui en ont pas. Mettons, on peut exploiter des gens, on peut exploiter la nature, ça coûte pas cher. Tandis qu'il y a des choses qui coûtent cher. Fait que l'écosystème qu'on crée, il ressemble à l'économie, dans le fond. Mais si on se disait, dans le fond, nous, c'est sur d'autres bases qu'on veut travailler, notre agriculture, notre horticulture, elle serait complètement différente. T'sais, on se dit, ça a une valeur de que les nappes phréatiques soient bonnes pour les prochaines générations. Ben là, ça serait carrément différent parce que là, il y aurait une valeur à ça, tu sais. Je sais pas moi. Dans le fond, on veut s'assurer que les pollinisateurs sont en santé et puis on a besoin de diversité dans nos champs. Ça, on ferait une agriculture différente. On se dit, on veut arrêter, on veut faire en sorte qu'on n'utilise plus de produits chimiques, plus de produits de synthèse, plus de pesticides, puis plus de fertilisants chimiques. Là, on aurait une agriculture totalement différente parce que ça arrive à la diversité, c'est que, puis moi, c'est pour ça que je suis là-dedans un peu cette année, ça va être mon année diversité, c'est que ce que j'ai compris récemment, là, c'est que c'est la diversité qui crée la fertilité. Donc, nos problèmes de fertilité, ils ont rapport avec le fait qu'on travaille le sol, qu'on met des produits de synthèse qui tuent les micro-organismes. Mais le fait que les plantes poussent en monoculture, ça fait qu'il y a des fonctions du sol qui peuvent pas naître. Puis les plantes peuvent pas s'associer ensemble par les micro-organismes. Fait que, idéalement, oui, tout pousserait ensemble, mais je sais pas comment le faire encore pour que ça soit rentable. Puis peut-être que ça ne sera jamais rentable, tu sais. Puis peut-être que si on veut se donner une agriculture écologique, puis c'est ça qui a de la valeur pour nous, on va se dire peut-être que ça va prendre plus de temps. Puis ça prendra plus de temps, puis il y aura plus de monde dans le champ, mais on va tout être en santé, puis on va penser à long terme plutôt qu'à court terme. Fait que tu sais, c'est ça. Mais en ce moment, oui, j'ai des rangées de brocolis, j'ai des rangées de fenouil, j'ai des rangées de concombres, ils sont tous un à côté de l'autre. Mais mon sol n'est pas travaillé, j'utilise pas de produits chimiques. Tu sais, c'est
c'est un chemin. Ben, c'est ça, ce serait le fun justement que vous nous donniez concrètement, je sais que vous n'aimez pas dire vos techniques, là, mais concrètement, comment vous incarnez les principes, là? C'est quoi les grandes, vos techniques chouchou là, présentement qui vous permettent à la fois d'être économique, mais à la fois aussi d'être avant-gardiste? C'est que c'est un secret. Ah! OK, parfait. Non, c'est pas vrai. J'avais pas compris ça avant de vous inviter. Tout ça pour ça, là, tu sais. Ils nous le diront pas, là, tu sais. Mais comme moi, j'ai entendu dire que genre, vous étudiez pas la grelinette. Qui est comme... Qui paraît l'outil quand même le plus doudou, le plus gentil, ouais. Ben, ouais, dans le fond, là, maintenant, nos sols ne sont plus travaillés. Fait qu'il y a pas de tracteur, il y a pas de grelinette, il y a même pas de râteau, là, genre. Cool, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des planches de culture dont je parlais tantôt, permanentes. Là, on s'est inspiré, oui, de Jean-Martin Fortier. Donc, il y a comme des légères buttes, là, sur 100 pieds de long, 4 pieds de large, qui sont, comme toujours, les mêmes d'année en année. Puis, on sait où l'allée où on peut marcher. Puis, il y a la légère butte pour les légumes, tu sais. Bon, c'est ça, un principe, on ne le travaille plus. Après ça, on va essayer le plus possible de toujours garder le sol couvert. Donc, mettons, on implante la culture, elle pousse, elle finit par être assez grande, être récoltée. On sème à travers, pendant qu'elle est encore là ou juste après, un engrais vert. Un engrais vert, c'est idéalement un mélange de plantes qui vont pas être utilisées pour être vendues, là, pas une culture commerciale, mais qui vont à la fois structurer le sol, le nourrir, le couvrir. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a toujours une alternance de culture et d'engrais verts. Un engrais vert, je pense que ça peut être, par exemple, pas du persil, du trèfle ou des pois, par exemple, c'est ça que j'avais entendu. Oui, tout à fait. Si on nomme des exemples du trèfle, comme tu as dit, des pois, il peut y avoir du sarrasin, du seigle. Il peut même avoir carrément des légumes qui vont poudrer des navets, des... Oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'est qu'on utilise pour ça, c'est nous qui le sèmes. Fait que c'est toutes des plantes qui sont cultivées parce que c'est facile d'avoir les semences. Fait que, tu sais, mettons, un engrais vert classique, ça peut être du seigle, du blé, de l'orge, de l'avoine, des pois, du trèfle. Puis ça, c'est toutes des cultures commerciales qui sont récoltées, puis on est capable d'avoir des semences pas chères. Mais aussi, on a beaucoup de parcelles sauvages qui entourent nos champs. Puis tu peux le voir si tu regardes la carte satellite de nos champs. Tu vois qu'ils sont répartis, puis c'est pas juste des endroits de culture. Mais ça fait en sorte qu'il y a plein de plantes sauvages aussi qui deviennent des engrais verts puis des plantes de couverture parce qu'ils sont juste à côté. Fait qu'ils se rendent jusqu'à faire des fleurs, des graines qui se répandent. Par le vent. Fait qu'après une culture, si on laisse ça sans y toucher, ça peut même comme se repousser spontanément, là, naturellement, sans qu'on fasse rien, de plein de sortes de plantes sauvages. Oui, puis il y en a même dans le sol, dans le fond. Si le sol commence à se dégrader, parce que c'est tout le temps, c'est jamais quelque chose de fini. Dans le fond, quand tu fais une culture, mettons, surtout comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Mettons, ça peut être une monoculture de laitue, mais c'est pas un arc, là, c'est 400 pieds carrés. Mais, veux pas, le sol va se dégrader parce que c'est pas un... Tu sais, il n'y a pas tant de choses là qui poussent, contrairement à si c'était un écosystème sauvage ou quand on met des engrais verts. Fait que spontanément, il y a des graines qui dorment dans le sol, puis vu que le sol se dégrade un petit peu, ben là, ils vont germer, puis ça va nous faire un engrais vert. Fait que le but, ce qu'on veut, cette technique-là, là, mettons, on parle concret, c'est de faire en sorte qu'il y ait... entre les cultures, pour le moment, c'est ça notre système, c'est que de produire le plus de photosynthèse possible. Fait que ça se fait par la diversité pour que, dans le fond, les plantes aillent nourrir les micro-organismes. Parce que comment ça se passe, dans le fond, c'est qu'il y a une relation, la plante puis les micro-organismes, c'est une chose, dans le fond. C'est comme nous puis notre microbiote. T'sais, on serait pas capable de digérer rien, puis on n'aurait pas
de système immunitaire si c'était pas de notre microbiote. Mais dans le sol, c'est la même chose. Fait que les personnes qui sont le plus en santé ont les microbiotes les plus diversifiés. Ben, les plantes, les sols qui sont le plus en santé, ben, c'est les sols qui sont le plus diversifiés. Fait que c'est pour ça qu'on met, dans le fond, notre portion de diversité en ce moment, comme tu me demandais, Andréane, elle se fait pas dans les cultures pour le moment parce que j'ai pas encore l'expérience, mais elle se fait entre chaque interculture ou entre chaque plante de couverture. Plante de couverture, engrais vert. Engrais vert qu'on met après. On parle de la même chose, là. Fait que c'est là le moment où on met la diversité, puis on fait en sorte que notre écosystème et de sol se bâtit. Puis une fois que l'engrais vert est mis, j'imagine que vous le laissez pousser à, je sais pas moi, 10 cm ou comme le temps. Puis avant de ressemer, est-ce que vous enlevez cet engrais vert-là ou vous ressemez au travers l'engrais vert? Ce qui va arriver, on va utiliser comme un outil, mettons, pour le coucher, l'engrais vert. Il peut être haut de 1 mètre, 1 mètre, Ah oui, même bon, plus haut que moi, peut-être pas, là. Mais quasiment, là, le seigle, ça peut quasiment être plus haut que moi, là. Dans le fond, il y a du grand gazon. Comment? C'est du grand gazon. Ah ouais, tu sais. Pour le moment, en ce moment, il y a plus souvent... les parcelles sont plus souvent en engrais vert qu'en culture. OK. Peut-être, je dirais, 3/5 du temps sont en engrais vert, puis 2/5 du temps sont en culture. C'est exemple, la culture va mettre 2 mois à pousser. On va avoir fait un engrais vert avant ou après, puis qui va être c'est ça, peut-être 3 mois, 4 mois de temps qui reste là, de la saison. T'sais. Fait que après l'avoir couché, on va utiliser des grandes toiles en plastique, malheureusement. Ça dépend. Là, après ça, il y a 2 chemins, mettons. La plupart du temps, on utilise des toiles pour étouffer, mais il y a manière de faire mes engrais verts. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais qu'après ça, je peux planter dedans direct. Ça dépend des plantes qu'il va y avoir dedans, puis ça dépend du temps de l'année. C'est comme un exemple, un bien classique, c'est de toutes les plantes que je vais choisir comme engrais vert, ben ils vont mourir à l'hiver. Fait que là, au printemps, ben j'ai pas besoin d'une bâche de plastique qu'on utilise en ce moment pour faire le principe qui est l'occultation. Mais donc, que le sol soit couvert. OK? Fait que la bâche d'occultation, elle va faire ça. Elle va faire que les choses en dessous vont mourir tranquillement parce qu'il manque de lumière, mais sans que ce soit parce qu'on a mécaniquement tout tué les plantes, là. C'est ça. C'est quoi les principales retombées, dans le fait, de ces pratiques-là ou de cette approche-là? C'est quoi les principaux avantages pour vous puis pour la santé de votre sol? Oui. Fait que j'ai quasiment le goût d'expliquer un peu le sol, comment il fonctionne, pour comprendre, parce qu'on dirait que... non! Ah! Parce que sinon, j'imagine c'est comme difficile à imaginer, là, à comprendre, là. Fait que, premièrement, le sol, comment il est composé... Il y a 45% à peu près de matière minérale, okay? De la roche de différentes tailles qui va de l'argile qui est super fine jusqu'à la gravelle, puis entre les deux, il y a le limon, puis il y a le sable. OK? Fait que il y a la partie minérale, de même de la roche, 45%. Il y a 20 à 30% d'air, 20 à 30% d'eau et un 5% à peu près de matière organique. Bon, ce pourcentage-là que j'ai dit, ça varie vraiment d'un sol à l'autre, évidemment, selon sa santé et les pratiques. Mais la matière organique, c'est tout ce qui est vivant ou qui l'a été. OK? Fait que c'est autant les racines des plantes qui sont en train de pousser, qui sont vivantes, les racines qui sont mortes parce que la plante est morte, les micro-organismes qui vont digérer tout ça, les vers de terre, des feuilles mortes qui tombent puis qui sont dégradées tranquillement. Fait que tout ce qui est vivant ou qui l'a été, puis qui est en train de se décomposer, c'est de la matière organique. Fait que ça, on veut que ça soit le pourcentage de matière organique soit le plus haut possible pour que le sol soit fertile.
Mais donc, ce 5 %-là dont je parlais peut vraiment varier d'un sol à l'autre. Ça peut être, mettons, pour donner une idée, un désert, ce serait 0, là. Puis le sac de terre que tu achètes pour faire ton jardin, ben c'est presque 100 %. Tu sais. Expliquons maintenant comment que qu'est-ce qui se passe entre la plante puis toute la vie qu'on voit pas dans le sol pour que la fertilité se crée et qu'on n'ait même pas besoin de ce qu'on appelle un intrant, du fumier, du compost, pour que la plante pousse. La plante est super... tout le monde sont importants, mais la plante est super importante. Elle est comme l'interface entre l'air et le sol pour aller chercher l'énergie du soleil puis nourrir toute la vie qui est dans le sol. Elle va aller chercher le carbone qui est dans l'air et de l'eau par ses racines, puis elle va former des glucides. Tu sais, en anglais, on parle de carbohydrates. Ça nous donne comme un indice, là, fait que carbo, comme carbone, hydrates, hydrogène, ou, tu sais, bon, c'est l'eau. Fait que la glucide, après ça, bon, il y a comme une composition bien spécifique là, que je connais pas, là, mais... Il y en a plein de sortes, là. C'est plein de composés différents. Plein de composés, mais donc, elle est capable d'aller chercher, de prendre l'énergie du soleil, de générer ces glucides-là, qui vont à la fois la nourrir elle-même pour qu'elle pousse, et elle va un peu les expulser, en envoyer par ses racines dans le sol. On appelle ça les exudats racinaires. Fait qu'elle va... elle donne carrément ses glucides. Pourquoi qu'elle fait ça? C'est parce qu'il y a un échange qui se passe. Il y a plein de micro-organismes tout autour de ces racines qui vont se nourrir de ces glucides-là qu'elle apporte. Et puis, tous les micro-organismes, là, ils vont... Ça, peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais par eux autres, ils vont digérer, mettons, ils vont manger la matière organique dont je parlais. Puis, ils vont... La matière organique, dans le fond, qu'ils vont avoir ingérée puis expulsée, elle va être capable d'aller se coller aux parties minérales du sol, OK? Puis donc, de se stabiliser de cette façon-là, avec toute cette genre de colle-là créée par toute leur défécation, leur vie. Et il y a l'idée aussi que les nutriments qui sont dans la partie minérale, toutes les différentes formes de vie microscopiques, ils sont capables de rendre ces nutriments-là assimilables pour la plante. Puis si je reviens à la fertilité, donc là, j'ai parlé de comment... C'est comme si toute cette vie-là, par ce qu'ils mangent, par la matière organique qu'ils mangent, on le sait, dans le fond, les cacas, c'est de l'azote. Puis ça, c'est de la fertilité, c'est ça qu'on veut. Fait que ça... Plus il va y avoir de plantes, plus ça va générer de vie dans le sol, plus il va y avoir plus ça va être fertile. Est-ce que... Et plus, si oui. je me trompe, plus aussi ça va capturer du carbone. Exactement. C'est là qu'on voit le lien avec les changements climatiques. Oui, ça a été long, on est arrivé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, comme... On a fini par le pondre. Fait que dans le fond, ce que tu m'expliques, dans le fond, en venant pas détruire tout ton système racinaire, toute ta structure interne, tu permets aux racines de continuellement être en train de capter du carbone puis de le stocker dans le sol. Exactement. Alors que j'imagine que si on vient tout briser ça, mais toute cette structure-là meurt, puis comme elle a plus cette capacité-là de capter le carbone du ciel, puis du ciel, puis de venir l'ancrer dans les sols. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça devient un carbone qui reste dans le sol, puis dont on voudrait tellement diminuer la proportion, là. Puis, tandis que là, on le met sous forme vivante. Le carbone, on est fait de carbone, là. T'sais, notre matière, c'est du carbone. Toutes les formes de vie, c'est du carbone. Mais donc,
il existe sous la forme gazeuse, mais après ça, il existe sous forme solide, puis c'est tous les êtres vivants. C'est ça, parce que, tu sais, on a l'idée, mettons, quand on regarde les propositions technologiques là, qui ont, là, c'est on va faire un capteur de carbone, puis on va envoyer ça dans un trou dans la terre. Ben, tu sais, c'est comme un carbone qui est mort, ça. Mais quand on parle de la séquestration, la possibilité de séquestrer le carbone par l'agriculture, c'est un carbone qui est vivant. C'est ça qui est. On se dit, ça va être du carbone, tu sais, ça va être noir dans le sol. Non, 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 ça va être de la vie. Puis ce carbone-là, c'est d'autant plus heureux parce que plus il va avoir de vie, puis plus ça va être capable d'engendrer de vie. Tu sais, c'est quelque chose de bien qu'on peut faire, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pensais tu me disais, finalement, tu voulais savoir les retombées, là. Mm-hmm. Ouais, les retombées. Ben, tu sais, moi, ce que j'ai vu, mettons, je prenais des notes pendant que Mélina parlait, tu sais, elle parlait des cols. Les cols que les micro-organismes vont faire. Ben, moi, depuis que je travaille plus le sol, mes sols s'effondrent plus. Parce que quand j'ai commencé mes techniques, je faisais des petites buttes, puis je travaillais le sol, même minimalement. Mais à chaque peut-être 2 ans, j'étais obligé de les refaire. J'étais obligé de remettre la terre pour que j'aille ma butte. Puis en ce moment, ben, mes buttes se défont pas. À moins que je récolte du gros rutabaga, puis qui est une grosse racine, puis ça démange tout. C'est surprenant, là. Même des fois, quand j'ai fait le design de mon affaire, j'ai fait mes buttes plus grosses parce que je m'attendais à ce qu'elles allaient s'effondrer, puis il reste haute. Tu sais? C'est comme... Puis, Fait que c'est donc moins de travail aussi, j'imagine. Comment? Ça doit être moins de travail si t'es pas obligé de refaire tes buts à chaque 2 ans. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ce que je m'aperçois, c'est que la butte, encore là, c'est une idée qui vient de l'ancien système. Parce que pourquoi tu fais une butte? Oui, ça peut être pour réchauffer le sol, pour faire des cultures plus hâtives. C'est comme l'obsession du maraîcher un peu, parce qu'il va avoir un meilleur prix pour ses cultures. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que le sol est plus sec quand il est surélevé. Puis, en agriculture traditionnelle et conventionnelle, là, on a souvent des problèmes avec l'eau, puis toutes les champs sont drainés, là, des grandes cultures, ils mettent des tuyaux dans le sol pour que l'eau sorte. Mais ça, dans le fond, pourquoi on fait ça? C'est parce que les sols sont en mauvaise condition. Mais moi, j'ai remarqué que depuis que je travaille plus le sol, puis qu'il y a de la vie dans le sol, mais mon sol se draine tout seul. Tu sais, j'ai pas besoin de... J'avais pas besoin de drain. Parce que j'en ai pas, justement. En tout cas, techniquement, là, moi, j'ai pas pu mettre des drains chez nous parce que mon sol était trop bas par rapport à la rivière, puis mon drain, il allait arriver dans la rivière. Fait que ce qu'on a fait, c'est des gros fossés. Mais je remarque que c'est une bonne affaire parce que mon sol, il se draine naturellement. Les micro-organismes et les macro-organismes font des canaux, puis l'eau s'en va. Ils veulent pas être dans l'eau, eux autres. Fait qu'ils s'arrangent pour que l'eau sorte. Mais c'est sûr que si on détruit tout le temps la structure, ben on le saura jamais, dans le fond, qu'ils ils le font à notre place, tu sais. Fait que ça, c'est un des bénéfices que j'ai. En fond, c'est que le drainage est optimum. Mes sols sont tout le temps bien drainés, ce qui fait que moi, j'ai... À la fois bien drainé, donc il n'y a pas un surplus d'eau, mais en même temps, il est capable de conserver assez d'eau pour qu'il ne devienne pas sec en une journée, là, tu sais. Ouais, plus d'eau que jamais. Tu sais, je le vois, par rapport à ce que je faisais avant, parce que comme je vous ai expliqué, mon cheminement, ça a été, je vais faire l'agriculture comme on la connaît un peu dans le bio alternatif, ce qui était des techniques conventionnelles, puis je vais l'amener à mon système que j'ai en ce moment, de le faire évoluer. Puis, j'ai jamais aussi... J'ai un meilleur drainage que jamais, parce que je le vois, parce que j'ai vraiment moins de maladies fongiques. Fongiques, ça veut dire des champignons. Là. Des champignons, des racines, j'ai plus ça. Aussi, comment dire, ça retient l'eau. J'ai besoin d'arroser moins qu'avant parce que mon sol est capable de retenir l'eau. Ouais, quand il parlait que les buttes qui pouvaient se défaire, fait que ça vient avec une genre de
perte de sol. Il peut y avoir ça, là, tu sais. Puis on le voyait, on a des photos qui datent de, je sais pas, 5 ans peut-être. Puis après une grosse averse, un sol qui est comme qui a perdu sa structure parce qu'on l'a travaillé. Bon, mais une grosse averse le moindre dénivelé, dans le fond, va faire couler l'eau dans un sens puis va amener du sol avec lui. C'est ça, de l'érosion. Tandis que là, tu sais, il y a plein de racines qui le... J'aurais pas de faire ça, là, tu sais, qui le maintiennent. Puis il y a l'école aussi. Puis il y a l'école, les agrégats dont on parlait. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait un sol qu'on conserve, là, qui reste là. D'autres choses aussi que je peux dire, il y a des insectes ravageurs que je vois plus, que j'avais aussi. Ça, je pense que c'est grâce à tout ça, à l'écologie. La qualité des légumes elle est la meilleure que j'ai eue de ma carrière. Là. Ça fait 14 ans que je fais ça, puis elle s'est tout le temps améliorée. Au début, j'avais un mentor, moi, qui était un ancien agriculteur conventionnel, puis lui, il utilisait du fumier de poule granulé commercial comme il utilisait de l'engrais chimique. Fait que moi, j'avais pris ces méthodes, puis je l'ai vu à force. Quand j'ai décidé d'utiliser du compost puis des engrais verts, j'ai vu que la qualité de mes légumes était meilleure. Et les dernières années, j'ai arrêté d'utiliser du fumier pour des raisons, peut-être qu'on va passer là. J'ai vu la qualité s'améliorer parce que j'utilisais juste du compost. Puis le fait que je travaille plus le sol, puis j'utilise beaucoup... Je suis un peu, on va dire, steady sur mes intercultures d'engrais verts. Ben là, la qualité de mes légumes puis les rendements sont majoritairement meilleurs. Puis aussi, juste le petit détail aussi que j'ai vu depuis que je pratique ça. Avant, j'avais un problème j'ai un étang d'irrigation que j'ai creusé au bout de ma terre, que je voulais comme fonction qui récupère toute l'eau avant qu'elle sorte de ma terre. Ben, je me dis, je vais la garder, qu'elle va tomber dans cet étang-là, puis je vais pouvoir l'utiliser. Puis, dès que j'ai commencé à avoir cet étang-là, il y avait des espèces d'algues vertes en surface qui s'installaient. D'après moi, ça, c'était les fertilisants ou le fumier qui s'en allait puis qui contaminait mon eau. Parce que ça faisait comme une espèce de pas belle couche. Puis dès que j'ai arrêté de travailler le sol puis avoir les engrais verts puis la diversité, j'ai plus ce problème-là. Fait que ça paraît déjà dans la qualité de l'eau. Fait que c'est sûr qu'il faudrait faire des tests scientifiques, mais ça s'améliore à peu près dans tout. Ben, il n'y en a pas d'endroit où ça s'améliore pas. Même on a vu apparaître des fois sur des buts là, de culture, des petits champignons. Dans le fond, il y a les champignons qui travaillent dans le sol, mais là, on en voyait se pointer à la surface, tu sais. Ça, c'est rare, là, en agriculture, là. Fait que, il était comme la petite partie visible. Puis c'est ça, sûrement que les répercussions, mais tu sais, qu'on n'est pas capable de voir sont microscopiques. Mais tu sais, comme dans la fameuse relation du début, là, le lichen, l'algue qui s'associe avec les champignons, ben ça, c'est une des raisons pourquoi c'est important de ne pas travailler le sol, c'est que là, tu peux avoir... Ça va tout changer, d'après moi, c'est que tu vas avoir accès à cette association de champignons-là, qui est, dans le fond, la plante, elle, a été issue de cette association-là. Puis quand on travaille le sol, ben on empêche le fait de cette association-là de prospérer. C'est sûr qu'il y a des petites graines, des spores qu'on appelle de champignons dans le sol, mais ils ont... à chaque fois que tu travailles ton sol, ben, tu détruis tout le réseau de champignons. Dans le fond, fait que tu as un gros bénéfice quand tu travailles plus ton sol, c'est que là, tu peux avoir accès à ce réseau-là. Puis ça, ben là, évidemment, ça va t'amener plus d'eau parce que les champignons sont des extensions de racines. Et puis aussi, ben là, tu vas séquestrer plus de carbone parce que je pense que quand il analyse ça, la séquestration de carbone dans les sols, l'agriculture régénératrice, c'est l'association du champignon qui est vraiment super importante là-dedans. Fait que il y en a plein des répercussions, là. Ouais. Génial. On a presque déjà fini, mais j'avais 2 mini-questions. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme changement? J'ai vu que vous avez plein de projets, plein d'idées en tête pour essayer des nouvelles choses. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À nous, ici, là? Ouais, comme changement, comme amélioration, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains... accomplir dans les prochaines années?
Ben, on a un... Je suis curieuse de savoir ce que tu voulais dire, toi. Ouais. Ben, vas-y. Ben, moi, ça serait comme... Parce que faire tout ça, c'est tough. C'est, à chaque saison, c'est un gros coup à donner. Puis on appelle ça une saison, mais en fait, c'est 3 saisons, là. Fait que... on dirait que j'aimerais ça, que tout ce projet-là devienne plus communautaire, qu'il soit pris en charge par plus de monde, je pense, puis qu'ensemble, on soit plus capable de se tourner, d'aller dans la direction d'un mode de vie plus proche de la nature, puis plus durable, plus autosuffisant aussi. Puis, tu sais, genre, les saisons passent, puis on dirait que j'ai même pas eu le temps de profiter de, je sais pas, là, de faire mes réserves d'ortie, puis de les fleurs de sureau, je voulais les essayer. Puis, tu sais, il y a comme tout un cycle des plantes, puis tout ça. Fait que on dirait que la vie soit plus douce et lente. Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est Génial. Une idée de sobriété, peut-être, hein? Ouais. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est le fait que... ben, ça demande beaucoup de travail. Tu sais, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'expérimentation. On espère que... j'ai l'impression, moi, que tu sais, c'est une question de rentabilité, là. Tu sais, c'est ça. Comme Ina a dit, on aimerait... idéalement, on aurait plus de monde autour de nous pour faire en sorte que on puisse... voir apparaître ce nouveau modèle-là ou cette manière de cultiver-là, mais dont c'est l'écologie qui est plus importante et non l'économie, parce que je pense que tu peux faire de l'agriculture biologique puis être plus rentable que qu'est-ce que nous on fait, mais ça va détruire, tu sais. Fait qu'à long terme, c'est pas parce qu'avant, c'est ça qu'on faisait, l'agriculture biologique, mettons, on n'utilisait pas de produits chimiques, tout ça. Puis on utilisait des engrais naturels, mais on le voyait quand même que notre sol se dégradait. Il n'y avait pas de diversité. Fait que, d'après moi, ça prend une autre sorte d'agriculture. Puis pour le moment, je ne suis pas sûr qu'elle soit rentable économiquement, mais écologiquement, c'est sûr qu'il faut aller vers là. T'sais. Fait que sinon, la petite affaire que moi j'aimerais puis qui pourrait peut-être m'aider à être plus rentable économique, à la limite aussi, c'est me passer de fertilisant, de compost. Parce qu'en ce moment, on a augmenté la fertilité de nos terres, mais on utilise encore de la fertilisation extérieure. Puis ben là, c'est de faire des tests. Peut-être que dans le fond, j'ai déjà une fertilité incroyable, puis je mets plein d'intrants, puis ça marcherait. Pour rien, mais c'est comme... pour rien, tu sais. C'est d'être game de dire, OK, je vais rien mettre, puis je vais voir si j'ai des aussi bons rendements. Là. Ouais, mais idéalement, ça serait de voir... c'est ça, mon but pour les prochaines années, c'est de me passer de tout intrant extérieur, puis que la fertilité, elle vienne juste de mes parcelles. Puis là, ben, j'ai toutes sortes d'idées là, pour le voir comment l'implanter, on va dire. Ouais. Fait que ça serait ça mes 2 petites améliorations. Les deux choses qu'on aimerait avoir dans le futur. De comme changement dans le futur. Puis si, en tant que citoyen engagé, on voudrait aller sur vos terres, aider ou des terres de fermiers de famille proches de chez les gens, comment vous pensez qu'on pourrait fonctionner? C'est quoi? On vous contacte directement puis les gens ils viennent 3 heures par semaine ou tu sais que c'est quoi le modèle que vous auriez en tête? Ouais, ils nous contactent directement. Puis là, on est encore mettons, on va nous répondre nous-mêmes. On va vous répondre nous-mêmes. Éventuellement, ce serait le fun de créer un genre de je sais pas trop, là, de structure peut-être qui nous dégagerait un peu de juste la logistique de tout ça. Mais c'est sûr que nous, ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir du monde qui viennent ici nous aider. Dans le fond, ça nous met en lien avec eux. Eux, ils voient, chaque personne qui sont venues ici sont repartis en étant avec une conscience nouvelle, là, parce que il n'y a rien comme le faire soi-même puis le voir. Fait que nous, on aime ça, dans le fond, de
bon, pour l'aide, bien sûr, pour la relation avec le monde, mais aussi pour... ça crée des étincelles, ça sème des graines, tu sais, chez tout le monde qui vient, là. Fait que... absolument. Ouais, puis aussi... ben moi, je pense que c'est important de développer une fidélité avec son agriculteur. Parce qu'il y a déjà, tu sais, tous les aléas de la production. On est tout le temps, ça accorde raide, là, si je connais les autres agriculteurs, là, c'est tout le temps comme ça. Fait que, tu sais, pour moi, là, pour les gens là, qui nous écoutent, c'est de développer une fidélité avec leur agriculteur. Puis aussi, ouais, c'est ça, de fidélité, ça veut dire peut-être d'aller voir comment ça se passe dans ses champs, l'aider. Tu sais, je pense que chaque ferme a besoin d'une communauté J'avoue, associée, là, tu sais. C'est comme un point important, ouais, plutôt que de penser qu'il y a certaines fermes idéales où il faudrait tout s'attrouper, plutôt voir ça comme il y a plein de fermes sur tout le territoire, puis c'est comme en les supportant qu'on va être capable peut-être, puis en s'intéressant à leurs pratiques, qu'on va être capable peut-être de les encourager à faire autrement, parce qu'on est là pour nous aussi, genre... prendre en charge un peu les résultats. Puis donc, que se crée comme tout ce réseau-là, ce tissu-là de fermes qui traitent mieux le sol puis l'environnement, là. Mais, ouais, c'est ça. Vous voyez l'idée. Génial! Oui, bien, merci beaucoup. Si jamais on veut vous suivre, voir un peu, tu sais, comme l'évolution de votre projet et tout, est-ce que vous mettez des nouvelles, je sais pas, sur votre site Internet ou sur Facebook ou y a-t-il un livre qui s'en vient, un documentaire, ou je sais pas si on veut en savoir plus sur ce que vous faites, là. Il faut venir. Faut venir? OK. Non, mais là, les gens peuvent je vais dire ça, peut-être d'autres choses à dire, mais les gens peuvent s'abonner à notre infolette qu'on envoie à nos partenaires, nos clients de panier, de marché. Puis là, on parle un petit peu de trucs. C'est sporadique, puis souvent, pendant la saison, il faudrait quasiment que je fasse que ça, là, pour que ça... En tout cas, je communique pas assez qu'est-ce que je voudrais pouvoir dire à tout le monde, là. On peut quand même dire que... Ben oui. Puis sinon, ben oui, il y a un documentaire qui s'en vient, qui est de Carole Poliquin. On travaille avec elle depuis... elle travaille là-dessus depuis, je sais pas, 3-4 ans peut-être, là. Là, le tournage est terminé, puis est en montage. Donc, ça parle de... ça se concentre sur notre ferme ici, nos pratiques, mais dans une dimension vraiment large, là, philosophique, de tout notre rapport au vivant, puis une culture à développer. Fait qu'on a super hâte de voir ça, mais je sais pas du tout c'est quand la date de sortie, là. Ouais, elle aimerait bien ça que les cinémas réouvrent, là. Pas voir ça chacun chez soi. Parce que c'est vraiment des belles images, là, aussi le caméraman, là, la photo est vraiment belle, puis fait que on va voir, là, on dirait que j'ai peu confiance que les cinémas réouvrent, mais mettons que ça va bien aller. Ouais, c'est ça, arc-en-ciel. Un immense merci pour votre grande générosité. On a fait quand même un bel entretien. Puis on va attendre avec impatience les nouvelles du documentaire. On va mettre en dessous de la balado, dans le fond, des informations sur votre site Internet pour l'infolette et tout ça. Puis, bonne saison! Merci. Merci beaucoup! Merci de votre écoute attentive puis de l'offre. Dans le fond, ça nous fait... on grandit à travers ça, nous autres aussi, en essayant de mettre nos idées en place, là. Génial! Puis continuez votre bon travail, puis vos essais, puis votre expérimentation. Merci! Hey, merci! Merci! Bye bye! Bye!